Je devais intervenir sur le thème dépenses, finalement j'interviens sur le thème sobriété. Mais quand même, pour tenir compte du fait que pour la plupart vous n'étiez pas là à Paris, je vais quand même utiliser mon introduction pour faire un rapide rappel de ce que j'ai dit à Paris, tout de même. Et puis ensuite, j'avancerai sur la question de la sobriété. Ce que j'ai dit à Paris, du coup, de manière très ramassée, c'est que nous sommes confrontés à un problème, mais c'est pas celui auquel on pense quand on parle de décroissance. Autrement dit, le problème n'est pas de lutter contre la rareté, mais d'apprendre, ou plutôt de réapprendre à gérer l'abondance. C'est ça le problème auquel nous sommes confrontés. Je définis rapidement ce que j'entends ici par abondance. L'abondance, c'est ce moment où on a assez pour répondre à nos besoins. C'est ça l'abondance. Et le constat que nous pouvons faire, et que Onofrio Romano, dont il a été beaucoup question aujourd'hui, nous a rappelé également avec force, c'est qu'il y a bien assez dans ce monde pour répondre à nos besoins. Voilà le constat. Il y a bien assez dans ce monde pour répondre à nos besoins, à condition tout de même de questionner nos besoins, d'une part, et puis de nous poser la question du assez. Il y a bien assez pour répondre à nos besoins. Ouais. Quel besoin et c'est quoi assez? Le problème, c'est que dans une société de croissance, cette question du assez est à la fois impensée et impensable dans le sens de insensé. Enfin, ça n'a aucun sens de parler de assez dans une société de croissance. Une société de croissance a pour objectif d'avoir toujours plus et a pour impératif de vouloir toujours plus. Le problème, évidemment, c'est que vouloir toujours plus, c'est être condamné à n'avoir jamais assez, par définition. C'est être condamné à vivre toujours dans le manque, donc dans un manque permanent, et puis à errer dans ce que j'appelle une opulence misérable. Deux idées derrière cette opulence misérable. D'une part, on note du fait qu'il y a dans notre société une cohabitation entre une opulence extravagante et une diverses formes de misère. Opulence extravagante dans le sens où il y a une profusion de superflu, et misère dans le sens de il y a une manque du nécessaire pour certains et certaines dans notre société. Opulence misérable ensuite, parce que cette opulence ne suffit pas. Cette opulence ne nous suffit pas, évidemment, et est source de frustration. Donc ça, c'est le problème de départ. Deuxième problème, nous ne savons pas donc gérer cette abondance. Nous ne savons pas gérer l'abondance. En fait, avec l'abondance vient l'angoisse de l'abondance, et ça, c'est des leçons qu'on peut tirer des travaux de Georges Bataille, repris à la sauce décroissante par Onofrio Romano, encore lui. Concrètement, j'essaye de faire court pour tenir les 20 minutes. Concrètement, nous avons assez pour répondre à nos besoins, mais dès lors qu'on dit qu'on a assez pour répondre à nos besoins, la question qui nous hante immédiatement, c'est que faire de l'excédent? Que faire de l'excédent? En gros, ce que nous disent Bataille et Romano, c'est que à la question de la subsistance succède la question du sens de la vie. Donc la gestion de l'excédent détermine notre sens de la vie. C'est pour ça que Georges Bataille appelle cette part-là la part maudite, qui nous angoisse. Dans la société de croissance, cette question de l'excédent, elle est gérée, comme vous savez, avec une fuite en avant consumériste. Chacun et chacune d'entre nous a l'obligation, est invité fortement à contribuer à l'effort collectif de surconsommation pour dissiper l'excédent. À proportion de ses revenus, bien sûr. Donc, du coup, il faut tout de suite repasser le contexte. Double contexte d'austérité publique et d'inégalité économique et sociale. Donc, on a une austérité publique liée à une surconsommation privée, et donc Onofrio Romano nous dit le chemin de la décroissance, le chemin de la contre-croissance, c'est une sobriété privée et une prodégalité publique. On s'aperçoit alors que la question de l'abondance, enfin la gestion de l'abondance soulève deux questions essentielles. D'une part, la question de la sobriété, donc il faut politiser les besoins pour mieux les borner. Et puis la question de l'abondance, il faut orienter l'usage de l'excédent. Je me propose là de traiter uniquement la première question, donc penser la sobriété. Là, je vous ai fait le résumé de ce que j'ai fait à Paris. Penser la sobriété, alors c'est la partie la moins sympa finalement des deux parties. C'est plus sympa de parler de la dépense que de la sobriété. Mais mon raisonnement, c'est, en gros, c'est plus sympa. Yves est parti. C'est plus sympa d'organiser une fête que de faire de la compta.
Ça dépend pour qui. Oui, voilà, oui, effectivement. C'est très subjectif et il l'a dit également Yves, tout à l'heure. Mais mon raisonnement, c'est si on veut pouvoir faire la fête, il faut d'abord se poser des questions comptables, des questions de sobriété avant de parler de l'excédent. Et donc, pour aborder cette question de la sobriété, en fait, il faut se demander quel type de décroissance nous voulons. Autrement dit, puisque la décroissance, c'est quand même moins de quoi. Et généralement, la phrase a été citée par Michel tout à l'heure, du côté des décroissants, on a un slogan qui nous dit donc moins de biens, plus de liens. Moins de biens, plus de liens. Alors, moi, je suis premier à dire que du côté des décroissants, en termes de marketing, on est nul, globalement. Et malgré tout, je trouve que ce slogan, moins de biens, plus de liens, je trouve qu'il est percutant. Je trouve qu'il est percutant, je trouve qu'il marche assez bien. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Michel, sur par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Mais pour autant, il me semble que moins de biens, plus de liens, une fois qu'on a laissé passer l'effet waouh, alors un effet modéré hein, tout de même, mais une fois qu'on a laissé passer l'effet waouh, on est obligé de se poser la question, oui, mais quand même, moins de quoi? Moins de biens, plus de liens, mais moins de quoi? Quelle sobriété voulons-nous? Et ça pose deux questions qu'on aborde rarement, je trouve, du côté des décroissants. D'abord, la question des arbitrages, quels arbitrages opérer? Et puis la question de la méthode, donc quelle méthode employer ou déployer pour réaliser ces arbitrages. C'est des questions qui sont importantes si on veut éviter que notre moins de biens, plus de liens ne se transforme en un vilain moins de biens et plus de mots. Alors quels mots? MEX, évidemment. On peut anticiper. Alors là, je me tourne vers Razmik Keshayan, qui a été déjà cité, c'était ce matin, dans son livre Les besoins artificiels, qui met en garde contre une dictature des besoins. Il nous dit attention à ne pas mettre en place un encadrement excessif des besoins et un encadrement en plus pensé par d'autres. Donc éviter de tomber dans une dictature avec des experts qui nous diraient exactement quels sont nos besoins, quels sont nos vrais besoins, quels sont nos besoins légitimes et quelles sont les manières dont on doit y répondre. Donc, vous voyez que la question, et puis oui, c'était Fleur qui parlait tout à l'heure de la question des besoins essentiels tels qu'elle avait été traitée pendant le confinement, ou de la même manière, on peut se méfier de la pyramide de Maslow, par exemple, comme approche des besoins. Donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à se figurer les arbitrages qu'il conviendrait d'opérer dans une perspective décroissante. J'ai entrepris de faire un premier catalogue de tous les trucs qu'il faudra arrêter de produire dans une société décroissante. Je les ai classés par ordre alphabétique. En vrai, non. Sort juste, tac. Ce que je vous propose, c'est juste de vous proposer 4 critères d'évaluation, pour essayer de poser une grille d'analyse de ce qui pourrait nous permettre d'arbitrer dans une société décroissante. 4 critères donc d'évaluation avec à chaque fois une expérience de pensée que vous pourrez tester auprès de vos proches, par exemple. Donc, 4 critères, une expérience de pensée à chaque fois, avec une politique qui va avec, et puis des outils ou mesures qui pourraient accompagner la mise en place de ces politiques. Voilà en gros l'objectif que je me donne, sachant qu'en un temps réduit, alors logiquement, je vous le dis tout de suite, c'est une intervention que je fais dans mon cours à Sciences Po, et j'y passe plusieurs heures, du coup. Il me reste combien de temps, Fleur? Grosse dizaine de minutes. Du coup, je vous donne juste quelques éléments. Le premier critère, facile, hein, que j'évacue assez vite, c'est le critère écolo. En gros, l'enjeu, c'est de préserver l'habitabilité de la planète. Là, l'outil que j'utilise, c'est un outil que j'emprunte à Mathilde Soupa, qui parle de rationnement. Je vais vous l'amener ici. Du coup, c'est un petit carnet de rationnement. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent déjà Mathilde et qui connaissent ce petit carnet de rationnement. Je peux vous le faire passer si vous voulez. Donc, le principe est simple. Je vous explique rapidement de quoi il s'agit. Et on pourra passer à autre chose. Alors, je prends cet exemple du carnet de rationnement de Mathilde.
mais on peut aussi bien le faire avec les ateliers d'automne, etc. Le principe est toujours le même. D'abord, dans un premier temps, il s'agit d'évaluer notre impact environnemental, enfin une partie de notre impact environnemental. Là, en l'occurrence, c'est les émissions de CO2. Donc, voir à quoi ça correspond aujourd'hui, notre mode de vie. Et la deuxième partie de l'exercice, la partie la plus douloureuse, consiste à dire, mais en fait, si on veut rester dans les limites planétaires, qu'est-ce que ça implique en termes de conditions de vie, concrètement. C'est un exercice que je fais chaque année plusieurs fois avec différents groupes d'étudiants et étudiantes, et à chaque fois, il y a des larmes lorsqu'on s'aperçoit à quel point on crève les plafonds. Donc, ça permet de voir aussi le chemin à parcourir si on veut avoir un mode de vie soutenable sur le plan écologique. Bon, ça, c'est le plus simple à l'arrivée. Évidemment, s'il y a des arbitrages à faire, on ne doit pas se limiter à ce seul critère écolo. Du coup, j'en ajoute 3 autres. Un critère social ensuite. Critère social, l'enjeu pour ce critère social, c'est de préserver la vie sociale. Et je donne quelques axes de réflexion possibles que je croise avec les limites sociales de la croissance que j'ai abordé également à Paris. Dans ce critère social, il y a la question de l'accaparement du temps, il y a la question de la compétition généralisée, il y a la question de la tyrannie de l'hyperchoix, et j'ajouterai la question de l'exploitation. Je m'arrête sur la question de l'exploitation avec une autre expérience de pensée qui me conduit à faire un détour par le revenu inconditionnel. Alors, je suis un ardent défenseur du revenu inconditionnel. Je précise très vite ce que j'entends par revenu inconditionnel, que nous avons pu défendre avec Michel dans un livre qui est juste là, qui s'appelle Inconditionnel, pour vous expliquer ensuite où je veux vous emmener. Le revenu inconditionnel, donc, c'est une proposition qui vise à verser un revenu à tout le monde, sans condition et sans contrepartie. Revenu, je le précise, qui, dans les perspectives de gauche décroissante, doit être suffisant. Et par suffisant, on entend 3 choses: suffisant pour échapper à la pauvreté, suffisant pour échapper à l'exclusion et suffisant pour échapper à l'exploitation. J'insiste sur ce dernier point, suffisant pour échapper à l'exploitation. Ça veut dire que le montant du revenu inconditionnel doit être suffisamment élevé pour pouvoir se passer durablement d'emploi. Je ne rentre pas davantage dans le détail de cette proposition sur la question du fondement, etc. On pourra y venir après si vous le souhaitez. Mais là, pour le moment, ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, suffisant pour se passer durablement d'emploi. Généralement, quand on présente cette proposition, il ne faut pas attendre trop longtemps pour que des objections surviennent. Il y a la question du financement qui apparaît. En fait, quand on gratte très vite, la question que ça pose, l'objection qui est soulevée, c'est si on décide de mettre en place un tel revenu inconditionnel, alors tout le monde décidera d'arrêter de bosser. On creuse encore un peu plus et on s'aperçoit que, OK, tout le monde n'arrêtera pas forcément d'arrêter de bosser. N'empêche, il y a plein de trucs super chiants que plus personne ne voudra faire. Vraiment, c'est ça l'objection. Objection qui, là aussi, quand on gratte, doit être détricotée. Et ce que je dis toujours, c'est que, en fait, si on se pose cette question, qui fera les tâches pénibles si on met en place un revenu inconditionnel, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, des gens réalisent ces tâches pénibles. Donc, c'est qui acceptera encore de faire les tâches pénibles. Si on se dit que si on met en place un revenu inconditionnel, ces gens qui font les tâches pénibles arrêtent de les faire, ça veut dire qu'on suppose que ces gens qui réalisent les tâches pénibles aujourd'hui préféraient faire tout à fait autre chose que de réaliser ces tâches pénibles. Donc, qui acceptera encore de faire les tâches pénibles? Et on se rend compte aussi, si on rate un peu plus, que si on se pose cette question et qu'on la prend comme une vraie objection, ça veut vraisemblablement dire que soi-même, on n'est pas concerné par la réalisation des tâches pénibles. Parce que si on est directement concerné par la réalisation des tâches pénibles, à aucun moment on voit ça comme un problème. C'est pas une objection, c'est plus un salut. Donc, en gros, l'objection, c'est qui acceptera encore de faire les tâches pénibles à notre place. Ce qui permet, expérience de pensée, de mieux se rendre compte de la place que joue l'exploitation dans notre société. En fait, dès lors qu'on enlève cette capacité que nous avons d'exploiter les autres, alors on s'aperçoit que la société tournerait beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien. Si on prend au sérieux l'enjeu du refus de l'exploitation, alors sans doute qu'il faudrait revoir de manière assez radicale l'organisation de notre société. Et sans doute qu'il faudrait revoir de manière radicale aussi nos modes de consommation. Donc, utiliser ce critère social pour opérer des arbitrages, ça pourrait avoir un impact assez décisif sur notre mode de vie. La question a été posée tout à l'heure devant. Élise, c'est ça? La question du numérique. Les techniques du numérique. Je pense souvent à un bouquin très bien, tout petit bouquin, très très bien,
qui s'appelle La machine est ton seigneur et ton maître. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, tout petit bouquin, qui parle des usines Foxconn en Chine qui réalisent une bonne partie de nos outils informatiques. Et dans ce livre, il y a une citation qui était inscrite sur les murs d'une usine de Foxconn, c'est « Croissance, ton nom et souffrance ». Et à l'arrivée, en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, notre monde numérique repose largement sur l'exploitation de gens à l'autre bout de la planète dans des conditions tout à fait déplorables. Si on prend au sérieux la question du refus de l'exploitation, sans doute qu'il faudrait revoir notre mode de vie de ce point de vue-là. Donc ça, c'est juste pour insister sur le côté exploitation, mais il faudrait faire le même exercice d'expérience de pensée avec la question de l'accaparement du temps, la compétition généralisée et la tyrannie de l'hyperchoix. Hop là. Alors oui, je précise aussi que si on prend au sérieux la question de l'exploitation, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est se passer des choses qui impliquent l'exploitation d'autres personnes, se passer. Et ensuite, le deuxième réflexe, c'est faire soi-même, faire avec les autres, faire pour les autres ou avec les autres dans une logique d'entraide, ou reconnaître. Mais premier réflexe, se passer. Troisième critère que je voulais aborder, le critère quantitatif. Le critère quantitatif, c'est la question du suffisant. La question du suffisant qui renvoie à l'espace écologique et à la question des inégalités. En gros, là, l'expérience de pensée, c'est se demander, alors pour bien faire, il aurait fallu que je le fasse en tout début d'intervention, voire en tout début de journée. La question qu'il faut se poser, c'est quoi un revenu suffisant ? C'est quoi un revenu suffisant ? Et généralement, quand on pose la question à un groupe, on a des niveaux de revenus qui sont clairement différents qui vont être proposés. Et c'est notamment dû au fait qu'on peut entendre revenu suffisant sous deux angles différents. C'est-à-dire que suffisant, c'est quand moins, c'est pas assez. Suffisant, c'est quand plus, c'est trop. Suffisant, c'est quand moins, paf, c'est plus assez. Et plus, paf, c'est trop. Ce qui fait qu'avec le revenu suffisant, on détermine automatiquement, on peut déterminer deux niveaux de revenus différents, un niveau plancher et un niveau plafond. Plancher, plafond, on voit à l'espace écologique, évidemment. Donc là, en gros, il s'agit de poser la question du revenu inconditionnel, mais aussi du revenu maximum, pour savoir à quel moment on doit dire ça suffit. Donc ça suffit, on borne, on plafonne. Ça permet aussi de se rendre compte que plancher et plafond sont étroitement liés, que le revenu du coup plancher est étroitement lié au revenu plafond. Là, je me suis noté, par exemple, le plafond permet le plancher et le plancher dépend du plafond. Deux idées là. Le plafond permet le plancher. Pour que tout le monde ait assez, il faut que personne n'ait trop. Si on veut pouvoir partager correctement, alors il faut que personne, si vous prenez un gâteau, si j'amène un gâteau et que je prends tout de suite la moitié du gâteau et que je vous dis partagez-vous les miettes, forcément ça va poser problème. Pour que tout le monde ait assez, il faut que personne n'ait trop. Et ensuite, le plancher dépend du plafond. Ça, c'est l'idée selon laquelle le plafond détermine des standards. Et si on a un plafond qui est ouvert, du coup, à aucun moment on peut considérer le plancher comme suffisant. Donc, l'existence du plancher dépend de l'existence d'un plafond. Des éléments. Quatrième critère. Le critère qualitatif, c'est le critère du pertinent. Là, l'expérience de pensée, c'est celle qui était proposée pendant le confinement par Bruno Latour, dont il a été question tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte que Bruno Latour avait fait lors de la deuxième semaine du confinement. Alors, Bruno Latour est philosophe. Il soumet un questionnaire et, que j'ai là et il met tout en haut du questionnaire. Ceci n'est pas un questionnaire, un truc de philosophe. Où il nous posait donc plusieurs questions que je résume en deux. En gros, donc tout s'est arrêté. On est au début du premier confinement, le plus dur, etc. Et qu'est-ce qui s'est arrêté? Qu'est-ce qui ne devrait pas reprendre? Pourquoi ça ne devrait pas reprendre? Qu'est-ce qui, selon vous, fait que ces activités sont nuisibles, sont dangereuses, sont incohérentes ou sont juste superflues? Et puis, deuxième grande série de questions, qu'est-ce qui s'est arrêté et qui devrait reprendre de plus belle? L'idée là est donc dans l'idée de Bruno Latour est de constituer une cartographie
des activités, celles qui devraient être arrêtées, celles qui devraient être reprises et développées, et puis de pouvoir superposer nos cartes respectives pour voir les points de frottement, pour voir où est-ce qu'on tombe d'accord, où est-ce qu'on ne tombe pas d'accord, etc. Et donc partir de ces cartes pour pouvoir se comparer, pour pouvoir se confronter, pour pouvoir débattre. C'était ça l'idée. J'ajoute tout de même un angle de réflexion sur cette question du pertinent. À mon sens, la question devrait tourner autour du plaisir que l'on peut avoir à faire ces activités et du temps qu'on souhaiterait leur consacrer. Donc voilà 4 critères, en gros, que l'on peut mobiliser pour avoir une grille d'analyse des activités qu'il faudrait voir décroître ou pas dans une société alors que je projetais post-croissance. Donc l'écologie, la question sociale, la question qualitative, la question quantitative. En conclusion relativement réduite. En conclusion, on a plusieurs types de politiques là qui peuvent être esquissées. Une politique de rationnement qui doit être pensée comme une forme d'organisation du partage. J'insiste sur ce point. Donc le rationnement doit être vu comme une forme d'organisation du partage. Ensuite, une politique de revenus et une politique de subsistance avec une logique de plafonnement et d'émancipation. Et puis, surtout, une politique de délibération. Politique de délibération, alors tout ça renvoie à plein d'outils qui peuvent être mobilisés. Un livret d'approvisionnement, par exemple, un revenu inconditionnel doublé d'un revenu maximum. Je pose la question aussi de l'opportunité de réinstaurer des lois somptuaires pour cadrer les besoins les plus extravagants. Je ne saurais que promouvoir aussi une logique d'autogestion pour lutter contre l'exploitation, autogestion comme support de partage, d'émancipation, d'autonomie et de coopération. Et puis le développement de lieux de délibération pour politiser les besoins. Alors ça, Razmik Kecheyan en parle dans son livre, donc les besoins artificiels. Il fait référence à deux types alors, deux échelles et plusieurs types de structures ou de lieux de délibération. Donc, lui va mettre en avant notamment les logiques de démocratie représentative au niveau national. Il va reprendre aussi l'idée de Latour et Rosan-Vallon, donc il va en parler tout à l'heure, Parlement des choses ou Chambre du futur. Il parle aussi de démocratie directe au niveau local. Et là, on peut avoir plein d'exemples d'initiatives qui me semblent intéressantes sur ce point dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc, Razmik Kecheyan parle plutôt des conseils. Lui, il prend l'exemple des conseils, mais dans le champ de l'ESS, on a pas mal d'initiatives qui sont des lieux dans lesquels on peut se poser la question des besoins, politiser collectivement les besoins. Je pense notamment aux AMAP, par exemple, aux partenariats producteurs-consommateurs, qui sont des lieux dans lesquels on se pose collectivement la question des besoins. Je pense aux monnaies locales, par exemple, aussi, qui peuvent être des lieux dans lesquels on se pose la question, enfin, qui devraient pouvoir être des lieux dans lesquels on se pose la question des besoins. Et puis, je pense notamment aux coopératives intégrales ou à la coopération intégrale du Berry, par exemple, qui se pose également cette question collectivement de la politisation des besoins. Pour conclure, donc, derrière tout ça, l'enjeu de la sobriété, c'est de réussir à bâtir une société d'abondance, à la fois écolo juste, donc qui refuse l'exploitation notamment, et une société du temps disponible, du temps libéré. Il en a été question ce matin, je crois que c'était Aude qui en parlait, en se référant à Gors. Je ne peux que la suivre sur ce point. Je donne juste un exemple pour voir à quoi ça pourrait correspondre. Je veux parler du temps disponible parce que c'est le terme qu'utilise Jérôme Bachet quand il présente le fonctionnement des apatistes au Chiapas en termes d'organisation du travail. Je vous donne juste les ordres de grandeur sur le temps qui est consacré à chaque aspect de l'activité. Les activités de subsistance concernent 12 à 16 heures par semaine. Les activités liées à la vie sociale concernent 10 à 12 heures par semaine. Ce qui nous fait en tout entre 22 heures et 28 heures par semaine, soit 3 à 4 heures par jour ou 4 à 6 heures par jour hors week-end. Et tout le reste, c'est ce qu'ils appellent le temps disponible. Et on s'aperçoit que du coup, ce temps disponible devient le temps structurant que l'on peut combler avec les activités autonomes de notre choix. C'est le même principe dans les communautés intentionnelles dont parle Michel Lallemand. Donc Michel Lallemand, qui est sociologue, qui a écrit un livre qui s'appelle Un désir d'égalité, revient sur les communautés intentionnelles aux États-Unis, donc qui sont en gros des communautés de travail autogérées.
Et dans ces communautés intentionnelles, du coup, la semaine compte 40 heures, tout compris. C'est-à-dire activité de subsistance, activité de vie sociale et également alors, ce qui a été appelé tout à l'heure travail domestique par Julie. 40 heures, là aussi, on s'aperçoit que le temps disponible augmente fortement. Il me semble que c'est ça la promesse de la sobriété, donc davantage de temps disponible. Et pour finir, je me suis hasardé à faire un poème, puisque Jérémy a commencé la journée en faisant un poème. Celles et ceux qui me connaissent savent que je sors tout à fait de ma zone de confort. Et je me contenterai d'un quatrain. Moins de biens, plus de liens. Plus de liens, plus de soins. Moins d'argent, plus de temps. Plus de temps pour gérer l'excédent.